Le premier signe ne fut pas une flotte ennemie, ni un ultimatum. Ce fut un silence dans les archives galactiques. Des zones entières de données s'interrompaient quand le mot humain apparaissait. Pas d'erreur technique. Une omission volontaire. Au Conseil des observateurs, des espèces anciennes débattaient depuis des cycles. Leurs modèles prédisaient presque tout: la croissance, la chute, la stagnation. Mais pour l'humanité, les courbes se terminaient en brouillard. Un archiviste projeta une carte et dit simplement: « Nous évitons ce sujet. » Sur une station d'écoute, l'analyste Marek découvrit la même chose. Les transmissions étrangères se corrigeaient elles-mêmes dès qu'un protocole humain était détecté, comme si quelqu'un avait appris à ne pas regarder. Il compara des journaux de bord capturés, mention d'imprévisibilité, de boucles de décision et surtout d'un terme rare, presque jamais défini: regret. « Ils ont peur d'un sentiment ?» demanda un technicien. « Pas d'un sentiment, » répondit Marek. « D'un mécanisme. » Il rassembla des cas, des missions humaines qui avaient échoué, puis été refaites autrement. Des décisions annulées non par contrainte, mais par reconnaissance d'une faute. Des systèmes entiers reconstruits après un aveu collectif d'erreur. À chaque fois, les trajectoires sortaient des prévisions. Les observateurs, eux, optimisaient. Une fois un choix validé, il restait validé. Revenir en arrière coûtait trop cher en cohérence. Chez les humains, le coût existait aussi. Mais il était payé. Une délégation étrangère finit par accepter un échange minimal. Pas de menace, pas d'armes visibles. Juste une question, transmise sans détour. Pourquoi revenez-vous sur vos décisions? Le commandant humain répondit sans préparation. Parce qu'elles laissent des traces, et que nous les sentons. Le mot sentons provoqua une pause inhabituelle. Les observateurs n'avaient pas de variable pour ça. Ils calculaient les pertes, pas les cicatrices. Marek obtint un fragment d'analyse étrangère. Une espèce capable de regret peut détruire 2 fois, par l'acte, puis par la correction. Elle n'est pas prisonnière de ses premiers coups. Elle apprend à viser ce qu'elle n'avait pas vu. La conclusion était plus froide encore. Éviter le contact prolongé. Leurs erreurs sont temporaires. Leurs corrections ne le sont pas. Dans les jours suivants, des sondes reculèrent. Des routes commerciales furent déplacées. Pas par hostilité, par prudence. Sur Terre, on débattit. Certains proposèrent d'exploiter cette crainte. D'autres refusèrent. Le regret n'est pas une arme, dit Marek. C'est une responsabilité. Il montra des graphiques où les trajectoires humaines faisaient des boucles, puis des sauts. Nous ne sommes pas dangereux parce que nous frappons, ajouta-t-il. Nous le sommes parce que nous revenons. Et que, la seconde fois, nous savons ce que ça coûte. La galaxie, qui respectait les systèmes stables, découvrait une autre chose. Une espèce qui accepte de porter ses fautes devient impossible à enfermer dans un modèle. Et ce qui ne tient pas dans un modèle finit toujours par inquiéter ceux qui en dépendent. Ce jour-là, les archives cessèrent d'effacer le mot humain. Elles ajoutèrent une note brève et honnête. Ne pas confondre leur hésitation avec de la faiblesse. Ils changent. Et ils s'en souviennent. La note des archives circula plus vite que prévu. Certaines espèces la jugèrent excessive, d'autres, dangereusement incomplète. Les observateurs n'avaient pas peur de la force humaine. Ils avaient peur de ce qui venait après l'usage de la force. Marek reçut l'autorisation d'accéder à des dossiers plus anciens. Pas des conflits, des réparations, des programmes humains classés abandonnés, puis rouverts sous un autre nom. Des traités renégociés non parce qu'ils avaient été brisés, mais parce qu'ils avaient été respectés trop littéralement.
Vous corrigez même vos réussites, nota un diplomate étranger lors d'un échange discret. Ils étudièrent un épisode précis. Une colonie humaine sauvée par une décision rapide, puis profondément remaniée des années plus tard, parce que la solution initiale avait créé une dépendance. Les observateurs avaient noté l'opération comme efficace. Les humains l'avaient notée comme insuffisante. C'est ça, le regret, expliqua Marek. Ce n'est pas dire « on a eu tort », c'est dire « on peut faire mieux », même si ça coûte. Un rapport étranger ajouta une phrase qui fit le tour des réseaux. Une espèce qui accepte de payer pour ses erreurs ne peut pas être dissuadée par la mémoire de ses erreurs. Pour des civilisations bâties sur l'optimisation, cette idée était presque une hérésie. Des simulations furent lancées. Elles montraient que face à une humanité sans regret, les équilibres restaient stables. Face à une humanité capable de revenir sur ses décisions, les équilibres dérivaient. Pas vers le chaos, vers autre chose, des états que les modèles ne savaient pas nommer. Une flotte étrangère changea de trajectoire à proximité d'un système humain, pas par menace directe, par simple calcul de risque. Les journaux internes mentionnaient « possibilité de seconde intention non modélisable ». Sur Terre, le débat prit une autre tournure. « S'ils nous évitent, dit un responsable, c'est qu'ils nous craignent. Utilisons-le. » « Ils ne craignent pas nos armes, » répondit Marek. « Ils craignent notre capacité à dire « plus jamais » et à agir comme si ces mots avaient un prix. Un incident mineur faillit tout gâcher. Un cargo humain endommagea un relais étranger. Les protocoles prévoyaient une compensation standard. L'équipage proposa autre chose. Rester et réparer jusqu'à ce que le système soit meilleur qu'avant. L'offre fut perçue comme suspecte, puis acceptée. Les relevés montrèrent une amélioration nette. Dans un mémo interne, un observateur écrivit « Il transforme les erreurs en levier. Nous transformons les erreurs en coûts. La différence semblait subtile. Elle ne l'était pas. » Marek conclut son rapport par une phrase simple. « Il ne nous évite pas parce que nous sommes imprévisibles. Il nous évite parce que nous sommes capables de changer d'avis et de nous en souvenir. Et pour des civilisations qui ne réécrivent pas leurs décisions, c'est une forme de puissance qu'on ne sait pas contenir. » La peur, chez les observateurs, n'était jamais admise comme telle. Elle prenait la forme de procédures, de marges de sécurité, de distances accrues. Les routes proches des systèmes humains furent reclassées variables, pas dangereuses, variables. Marek reçut un extrait d'un protocole étranger récemment mis à jour. Éviter les entités à mémoire corrective. La formulation était étrange, pas agressive, pas instable, à mémoire corrective. Ils ont mis un nom dessus, murmura-t-il. Les échanges officiels devinrent plus courts. Les partenaires demandaient des garanties qui n'avaient rien à voir avec la puissance de feu. Ils voulaient savoir comment une décision humaine pouvait être annulée, qui avait le droit de la rouvrir, et à quel coût politique. Des questions sur la mécanique interne du regret. Pour répondre, Marek organisa une démonstration. Pas une conférence, un cas réel. Une station humaine avait été construite trop près d'un champ de débris. La solution initiale avait été de renforcer les boucliers. 2 ans plus tard, un audit interne conclut que la station attirait le trafic vers une zone dangereuse. La décision fut prise de déplacer la station à perte. « Vous avez choisi l'option la plus coûteuse », observa un observateur. « Non », répondit Marek. « Nous avons choisi l'option qui laisse le moins de dettes. » Le mot « dette » fut mal traduit, puis compris.
Des simulations étrangères intégrèrent pour la première fois une variable correction humaine. Les résultats étaient dérangeants. Face à des adversaires figés, l'humanité semblait hésitante. Face à des adversaires adaptatifs, elle devenait persistante. Pas plus rapide, plus durable. Un rapport confidentiel circula. Ne pas provoquer une espèce qui transforme la défaite en apprentissage public. Elle ne se contente pas de gagner, elle change les règles après avoir perdu. Sur Terre, certains se moquaient de cette réputation. Ils exagèrent, disait-on. Marek n'était pas d'accord. Ils ne décrivent pas notre force. Ils décrivent notre seconde chance. Un incident diplomatique confirma l'analyse. Un traité mal formulé créa un blocage commercial. Les observateurs s'attendaient à une renégociation minimale. Les humains proposèrent une réécriture complète en admettant publiquement leurs erreurs d'interprétation. Le nouvel accord réduisit les frictions pour tous. Les archives étrangères notèrent « effet de correction étendu ». « Vous appelez ça une victoire ?» demanda un diplomate. « Non, » répondit Marek. « On appelle ça ne pas répéter la même faute. » Le terme regret cessa d'être associé à la faiblesse. Il devint associé à la trajectoire. Une espèce qui accepte de revoir ses pas ne marche pas en ligne droite. Elle finit par couvrir plus de terrain. Les observateurs ajoutèrent une nouvelle clause à leur procédure. En présence humaine, prévoir un après. Pas seulement l'après-coup. L'après-révision. Et dans cette simple phrase, on pouvait lire la vraie crainte. Pas ce que les humains font quand ils gagnent. Ce qu'ils font quand ils se souviennent. La clause prévoir un après changea la manière dont les observateurs dessinaient leur scénario. On n'évaluait plus seulement l'impact d'une action humaine, mais l'impact de sa révision. Les modèles devinrent plus larges, puis plus flous. À chaque itération, une zone grise persistait, l'endroit où une décision humaine cessait d'être finale. Marek participa à un exercice conjoint de gestion de crise. Le scénario était simple. Un relais neutre tombait en panne, coupant une route majeure. Les observateurs proposèrent une solution optimale, rapide, coûteuse, pour un acteur mineur. Les humains acceptèrent, puis ajoutèrent une étape. Audit public des effets secondaires et plan de correction si un seuil était franchi. « Vous planifiez déjà l'échec ?» nota un stratège étranger. « Non, » répondit Marek. « Nous planifions la mémoire. » L'exercice fut répété avec des variantes. À chaque fois, la même différence apparaissait. Les observateurs cherchaient la trajectoire la plus stable. Les humains cherchaient la trajectoire qui pouvait être redressée sans tout casser. Les résultats n'étaient pas toujours meilleurs à court terme. Ils l'étaient presque toujours à long terme. Un incident réel vint mettre la théorie à l'épreuve. Une balise de navigation étrangère fut détruite par une tempête de particules. Les protocoles prévoyaient une fermeture temporaire du secteur. Un convoi humain, pris au dépourvu, proposa d'installer une balise provisoire avec du matériel non standard. La solution fonctionna, mais introduisit un biais de trajectoire pour des routes secondaires. Quand le biais fut détecté, l'équipage humain revint corriger, puis publia les données. Les observateurs notèrent deux choses: la rapidité de l'improvisation et la rapidité de la correction. « Ils n'optimisent pas pour ne jamais se tromper », écrivit un analyste. « Ils optimisent pour ne pas rester coincés dans l'erreur. » Des voix s'élevèrent pour demander des garanties. Et si cette capacité de révision devenait une arme? Et si l'humanité changeait d'avis au pire moment? Marek répondit par une question inverse. Et si une espèce incapable de changer d'avis devait vivre avec toutes ses premières erreurs? Le débat se déplaça. On ne parlait plus de peur, mais de coup d'inflexion. Chez les observateurs, ce coup était immense.
Chez les humains, il était accepté, ritualisé, partagé. Pas indolore, mais supportable. Une nouvelle recommandation circula. En interaction humaine, ne pas verrouiller trop tôt. Ce n'était pas un aveu de faiblesse. C'était une reconnaissance de dynamique. On commençait à traiter le regret non comme une anomalie, mais comme une force de stabilisation tardive. Marek conclut son rapport par une image simple. Ils construisent des ponts qui supportent d'être élargis après coup. Nous construisons des arches parfaites qui s'effondrent si on les touche. Dans les couloirs du Conseil, certains cessèrent de dire « éviter les humains ». Ils dirent « prévoir leur deuxième mouvement ». Et pour la première fois, ce mouvement n'était plus perçu comme une menace pure, mais comme une variable avec laquelle il fallait apprendre à composer. Informer. Les routes ne furent plus déplacées loin des systèmes humains. Elles furent doublées. Les protocoles n'exigèrent plus l'évitement. Ils exigèrent des clauses de révision. L'univers n'était pas devenu plus doux. Il était devenu plus conscient de ses secondes chances. Marek assista à la signature d'un accord inédit. Pas un traité de non-agression. Un traité de correction. Chaque partie s'engageait à publier ses erreurs, à ouvrir un délai de révision et à accepter des audits croisés. Les observateurs hésitèrent sur un point. « Et si vous changiez d'avis trop tard ?»« Alors nous paierons plus cher, » répondit Marek. « C'est précisément pour ça que nous écrivons le prix à l'avance. » Un incident majeur survint quelques cycles plus tard. Une décision conjointe de reroutage énergétique provoqua une pénurie locale imprévue. Les alarmes s'allumèrent. Les anciens modèles recommandaient de tenir la ligne pour préserver la cohérence. Les humains activèrent la clause de correction. Suspension partielle, redistribution temporaire et publication des données. La pénurie se résorba, au prix d'une perte mesurable. Le rapport final conclut « coût accepté ». Dette réduite. Les observateurs notèrent quelque chose de nouveau. La stabilité revenait plus vite après la correction que dans leur propre scénario sans correction. « Votre regret est une pompe », dit un analyste. « Il évacue la pression avant l'explosion. »« Non », répondit Marek. « C'est un rappel que la structure est vivante. La réputation de l'humanité changea encore. On ne parlait plus d'imprévisibilité, mais de persistance ajustable. Des partenaires demandèrent explicitement des équipes humaines dans les crises longues, pas pour décider, mais pour installer des mécanismes de retour. Les archives ajoutèrent une entrée. En présence humaine, prévoir la révision comme une phase, pas comme un échec. Un débat interne secoua pourtant la terre. S'ils nous craignent moins, dit-on, avons-nous perdu un levier? Marek répondit calmement, on n'a jamais voulu être craint. On a voulu être compris comme capable de revenir. Il relut la première note des archives. Ne pas confondre leur hésitation avec de la faiblesse. Il y ajouta une ligne. Ne pas confondre leur regret avec une arme. C'est une méthode de navigation. Des années plus tard, lors d'un exercice de simulation extrême, un observateur demanda « Et si vous ne pouviez pas corriger ?» Marek sourit. « Alors nous apprendrions à documenter l'échec pour que d'autres ne le répètent pas. » La correction n'est pas toujours possible. La mémoire l'est presque toujours. La galaxie ne cessa pas de craindre les humains. Elle apprit autre chose. On peut avoir peur d'une espèce qui frappe. On peut aussi avoir peur d'une espèce qui se souvient et revient. Mais on peut travailler avec celle qui transforme ses cicatrices en cartes. Dans les archives finales, une phrase resta. Il regrette. Donc il change. Donc il dure. Et pour des civilisations qui avaient bâti leur sécurité sur l'irréversibilité, cette simple chaîne de mots était à la fois un avertissement et une invitation.